De retour sur LCI, vous le suivez depuis ce matin, ce sommet de la paix avec les leaders européens qui sont réunis à Kiev et qui demandent un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à partir de lundi. Vladimir Poutine doit s'exprimer dans la soirée devant des médias. Je suis de retour avec nos invités à qui je propose de repartir 24 heures en arrière car c'est l'autre signe finalement de cette unité qui se renforce entre partenaires européens, la signature hier d'un traité d'amitié entre la France et la Pologne à Nancy. Et ce traité signé par Emmanuel Macron et Donald Tusk, le Premier ministre polonais, inclut une clause de défense mutuelle qui ouvre la possibilité d'une coopération en matière de dissuasion nucléaire. Écoutez le président français. Et depuis les années 60, avec les propos du général de Gaulle, la dimension européenne de cette dissuasion a été affirmée. Et elle a été constamment réaffirmée par tous mes prédécesseurs. Et j'ai pu le faire moi-même il y a quelques années. Ce qui veut dire que dans la prise de décision de ce que sont les intérêts vitaux, eh bien, les intérêts de nos principaux partenaires sont intégrés. Général Chauvency, quand on parle d'intérêts vitaux, si on comprend bien le chef de l'État, en gros, si vous attaquez nos partenaires, c'est comme si vous vous attaquiez finalement à une puissance nucléaire. Oui, à condition que ça menace nos intérêts. La notion d'intérêt vital, elle est comme pas neutre. D'abord, il n'est pas défini. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière ? Ce que le président de la République voudra bien entendre. C'est lui qui décidera à un moment donné qu'une menace existentielle est à l'œuvre et que je dois y faire face. Ce qui veut dire en gros que dans le contexte européen dont on vient de parler, mais comme tous ses prédécesseurs, il l'a bien dit d'ailleurs, la sécurité de l'Europe, dès lors qu'elle serait menacée, deviendrait une menace existentielle pour la France. La France s'estime en droit de faire d'utiliser la dissuasion nucléaire pour assurer cette sécurité collective. Mais derrière, on est bien loin de ce qui a été dit il y a quelques mois ou reproché au président de la République, au sens de partager l'arme nucléaire, ce qui n'est absolument pas le cas. La décision ne se partage pas, c'est français. En revanche, on laisse bien comprendre à nos alliés que en cas de menace très très grave, la France pourrait être amenée à agir. La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y aurait concertation avec ses alliés concernés ou pas ? La logique voudrait que oui, mais après, on est dans l'incertitude éternelle, je dirais, de la dissuasion. Bilal Nabli. Oui, si je puis me permettre un petit pas de côté, c'est une séquence très intéressante sur la fonction présidentielle elle-même. On est dans le diplomatique, on est dans le domaine du militaire et de la défense. On est donc dans le régalien et on voit bien tout l'intérêt et toute l'appétence qu'a le président de la République, le président Macron, pour finalement exercer pleinement sa fonction présidentielle qui s'explique non seulement par un contexte international et européen particulier, mais également par la situation politique interne. Moi, je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'images, beaucoup de discours sur ces thématiques de l'activisme présidentiel, en partie légitime, moi je ne remets pas en cause toutes ces initiatives, mais qui en partie nourrit, je pense, également par une forme de frustration quant à sa situation de politique interne, parce qu'il n'a pas cette marge d'action, il n'est pas dans le régalien, il n'a pas de marge politique pour finalement être à l'initiative comme il peut l'être ici. Et donc, cette séquence qu'on est en train de commenter, elle s'explique aussi par la situation de politique intérieure qui est une source de frustration pour notre président qui trouve dans ou sur la scène européenne et internationale un champ d'action qui peut l'amener parfois à être dans la surmobilisation, dans une forme de suractivité, avec ce petit risque, et c'est ma conclusion, que tout cela aboutisse à pas grand-chose. Et ça, il faut faire attention aussi, parce que c'est une critique qu'on connaît déjà. Il a un bilan diplomatique, notre président Macron. Et l'une des critiques qui est lancinante, c'est finalement qu'il y a un contraste entre la grandiloquence de ses discours, de ses initiatives, et de l'autre, le bilan des résultats qu'il a pu ou qu'il peut mettre en avant. Il y a un contraste entre son discours et son bilan ? Oui, et les Russes sauront très bien l'utiliser à leur avantage. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, pour mettre en avant justement l'activisme d'Emmanuel Macron qui ne se traduit pas toujours par des résultats concrets sur le terrain. C'est vrai. Et ça nous met en position de faiblesse en fait. Derrière ça se cache la notion de crédibilité.
Le président Emmanuel Macron citait De Gaulle. De Gaulle avait beaucoup de discussions en privé sur le nucléaire, mais était beaucoup plus silencieux sur la place publique. Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, je pense à Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient tendance à faire un discours sur le nucléaire. Ils réaffirmaient l'ambiguïté stratégique, les forces navales, les forces océaniques, les forces aériennes stratégiques. Ils réaffirmaient notre doctrine tout en laissant toujours une question d'ambiguïté. Ils réaffirmaient nos intérêts vitaux, partenaires européens, mais on ne va pas plus loin. Parce que partenaire européen, quand Emmanuel Macron dit ça, est-ce qu'il évoque simplement le continent américain ou est-ce qu'il évoque aussi les zones d'outre-mer ? Et puis, on réaffirmait nos outils, mais on en parlait peu, une fois par mandat. Le problème du président Macron, c'est qu'il a tendance à en parler trop souvent, ce qui fait que ça peut décrédibiliser plus ou moins notre position en tant que puissance nucléaire. Et puis, je le disais en début d'émission... Plus on en parle et moins on est crédible. On est crédible en général en politique par le silence et surtout quand on touche au nucléaire. C'est-à-dire que pour être crédible, souvent, ça passe par des essais. Un essai d'un missile M51, l'annonce de l'apparition d'un sous-marin dans les zones Indo-Pacifiques. Voilà, on n'en parlait pas, il apparaît, on montre notre crédibilité, on est silencieux, personne ne savait que ce sous-marin était présent dans les eaux, dans la mer de Chine ou autre. Ça donne de la crédibilité. Le fait de passer son temps à en quand parler... Vladimir Poutine parle de l'arme nucléaire, ça inquiète. Vladimir Poutine, il utilise son parapluie nucléaire pour la guerre en Ukraine et c'est un outil de sa dissuasion. Il s'en sert comme un outil pour faire peur. Et lui, il a fait évoluer sa doctrine. Aujourd'hui, la doctrine nucléaire russe, elle a été étendue à la Biélorussie. Il a évoqué également le risque d'attaque massive par la voie aérienne sur la Russie qui pourrait engager l'usage d'armements tactiques. Et il a évoqué également le soutien d'un pays nucléaire à un pays non nucléaire tel que l'Ukraine qui pourrait engager également l'usage d'un armement tactique. Nous n'avons pas d'armement tactique. Et c'est pour ça que je rejoins un peu ce que disait le général Nabil. Le problème du président Emmanuel Macron... Vous pensez la même chose, c'est pour ça que je peux lier les deux. C'est qu'à force d'en parler, il nuit un petit peu à la crédibilité et il donne l'impression que la puissance française ne se résume plus qu'à son outil nucléaire et que nous n'avons plus d'autres moyens de peser dans les négociations, ni par le rapport industriel, ni par le rapport économique, ni par les sanctions. On ne pèse aujourd'hui plus que par... C'est l'apparence qu'il donne par notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU et par l'outil nucléaire, ce qui est un petit peu dérangeant quand on est une puissance comme la France et un président comme l'est le président français. Bélir Nabi. Vous voyez, il ne s'agit pas de critiquer, encore une fois, la démarche du président, mais de mettre en garde quant à une forme, alors pas d'hubris, mais un risque dans ce délicat équilibre à trouver entre, d'un côté, incarner une force de proposition et de l'autre, avoir les moyens, la capacité de réaliser ses ambitions. Si on parle trop et qu'on n'a pas les moyens de réaliser les objectifs affichés publiquement, on s'affaiblit in fine. On s'affaiblit parce que on envoie finalement le signal et on fait la démonstration de notre impuissance. Mais c'est aussi s'assurer des liens avec ses partenaires européens. Ils sont pas plus en attente que ça. Il faut savoir qu'à part l'Allemagne qui avait quelque peu réagi, les partenaires européens réaffirment l'importance des États-Unis d'Amérique et c'est pour ça qu'ils ont confirmé pour plusieurs. La Pologne aussi. La Pologne a signé le traité. Favorable à un élargissement justement. De manière mesurée quand même. C'est-à-dire qu'ils sont toujours satisfaits des déclarations du président français qui évoque un partage et les intérêts européens dans éventuellement l'usage d'un armement atomique, mais ils réaffirment le besoin et l'importance de la présence des États-Unis d'Amérique, d'où l'achat de F-35, d'où l'achat de F-18 Et rappelez-vous justement l'illustration de ce risque, de ce spectre qui pèse sur la posture du président. C'est lorsqu'il a dit publiquement que les Européens, et donc il avait parlé au nom des Européens, au terme d'une conférence diplomatique et donc a priori dont les propos étaient secrets, il a affiché ou il avait déclaré que les Européens étaient prêts à s'engager, à être sur le terrain militaire en Ukraine. Et donc il avait engagé la parole de chefs d'État et de gouvernement qui ne souhaitaient pas non seulement s'aligner sur cette position et qui n'étaient pas informés de cette initiative. Donc il y a ce spectre quand même qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on écoute le président de la République qui a quand même qui affiche, qui exprime un volontarisme qui nous parle, nous Français, parce qu'on a une relation politique et diplomatique qui est particulière, une vraie appétence de nos concitoyens pour ces choses-là. Mais attention, on nous regarde aussi à l'étranger et on a cette réputation parfois aussi de l'arrogance et avec le sentiment de déconnexion entre ce qu'on peut déclarer et ce que nous sommes véritablement en tant que puissance. Nous ne sommes plus la France de Louis XIV, de Napoléon, ni même de la Première Guerre mondiale. On est la France du XXIe siècle, une puissance
régionale, moyenne, avec des capacités exceptionnelles du fait de notre statut de puissance nucléaire, c'est vrai, notre statut diplomatique de membre permanent du Conseil de sécurité, mais il ne faut pas non plus être déconnecté avec le réel. Général Chauvency, finalement, cette dissuasion nucléaire ou ce parapluie nucléaire, il n'a pas vocation à inquiéter Vladimir Poutine. En tout cas, on se doute qu'il n'est pas forcément très inquiet par ces déclarations, ce traité signé entre la France et la Pologne, par exemple. Non, mais je ne pense pas que ce soit la dissuasion nucléaire qui poserait problème. C'est plutôt cette alliance conventionnelle. Quand on dit que si la Pologne, en gros, c'est pas écrit comme ça, mais si la Pologne a une difficulté face à une agression, la France viendrait soutenir la Pologne. Bon, je me fais une joie aussi de rappeler qu'en 1939, on avait aussi fait un traité avec la Pologne. Mais les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes, et qu'on n'a pas été fidèle à notre parole. Mais peu importe, là, il y a un acte fort, et on revient sur ce qui est en train de se faire depuis maintenant plusieurs mois, la succession de traités bilatéraux pour assurer la sécurité, non pas au sein d'une organisation, mais en bilatéral. Alors maintenant, l'inquiétude de Vladimir Poutine, il est obligé quand même de nous respecter. Parce que nous sommes une puissance nucléaire. Nous avons les capacités de frapper Moscou. Donc déjà, nous sommes aussi un facteur d'incertitude pour lui. C'est pour ça que la montée aux extrêmes doit être prise en compte. Nous sommes partie prenante, et si on parle d'intérêt vital ou d'intérêts vitaux à défendre, face à l'agression russe qui aurait peut-être dépassé la limite du conventionnel, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Donc je crois que c'est aussi une manière de nous prendre au sérieux. Vous n'êtes pas d'accord? Non, vous avez raison, général, mais rappelez-vous, Poutine est un cynique réaliste. Il ne pense qu'en termes de rapport de force. Oui. Et je dis cela parce que j'ai en mémoire l'échange qui a fuité entre le président Sarkozy et le président Poutine. Rappelez-vous l'état physique et mental de notre cher président Sarkozy, qui était vraiment sorti désarçonné d'un face-à-face. Ouais, vous n'avez pas tort. À l'époque, on ne savait pas ce qui s'était passé. Et on sait maintenant à peu près ce qui s'est passé. Et en gros, le président Poutine lui a rappelé le réel. Le réel, et en gros, il lui a dit, nous, Russie, nous sommes comme ça. Vous, la France, vous êtes comme ça. Oui, mais enfin, 300 têtes sur Moscou, vous verrez, Moscou n'existe plus. Oui, mais c'était une manière grossière de rappeler un état réel du rapport de là, force. Il y a un problème, c'est que Sarkozy était parti dans son monde. Il n'a pas vraiment été confronté aux affaires internationales de guerre telles que les Macron. Le président Macron me semble beaucoup plus crédible aujourd'hui que le président Sarkozy, parce que c'est quand même un certain nombre d'années que le président Macron est confronté à la guerre pour de vrai. Donc je pense qu'il a bien pensé l'ensemble des facteurs, et que la dissuasion nucléaire, je dirais, conduite par Macron, a du sens pour Poutine. Alors bien sûr, on ne sera pas respecté comme les États-Unis, sans aucun doute, mais nous avons une capacité, et en plus n'oublions pas que la loi de programmation militaire telle qu'elle a été mise en place pour plusieurs années, c'est quand même d'accroître ces capacités nucléaires qui nous rendent d'autant plus crédibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas abandonné. Nous sommes capables de frapper la Russie si elle dépassait une certaine limite. Tatiana Picastin, ça peut inquiéter Vladimir Poutine, cette dissuasion nucléaire ou ce parapluie nucléaire européen? Alors l'inquiéter pas davantage, puisque de toute façon, ce n'est pas les déclarations de Macron qui vont changer la donne. On est une puissance nucléaire, on est capable de frapper Moscou. Ce qui est intéressant aussi, et merci au général de Gaulle, on l'a beaucoup dit, mais nous sommes complètement autonomes dans l'activation de notre arsenal, ce qui n'est pas le cas de nos amis anglais. Et ça, c'est quand même ce qui permet à la France de rester dans le jeu, dans les discussions actuelles. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je ne sais pas si c'était un message avant tout à Vladimir Poutine ou aux Polonais, parce que si vous allez en Pologne, vous sentez le stress de la population. Et là, c'est un message d'Emmanuel Macron pour dire « vous êtes en première ligne ». Vous avez une frontière commune avec la Russie et vos relations par le passé n'ont pas été des meilleures. Qui plus est, la Pologne a apporté un soutien absolument incroyable à l'Ukraine. Et je le redis pour avoir parlé à de nombreux réfugiés. Ils m'ont dit, mais quand tu franchis la frontière, tu ne sais même plus où tu es. Les Polonais monter dans les bus dès le premier arrêt après la frontière avec des paquets de nourriture, avec des jouets pour les enfants, avec des tasses, avec du thé chaud. Donc on parle de réfugiés dont certains avaient connu la faim, dont certains avaient connu les bombardements. Et ils me disaient, mais on n'en revient pas, on pleure. Et ils ont, c'est normal, très peur. Donc c'est peut-être aussi un message à l'attention des Polonais pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous faites partie de l'Europe. Au sein de l'Europe, vous avez un partenaire avec lequel vous venez de signer un nouveau contrat qui est doté de l'arme nucléaire et qui vous protégera. Alors on va à nouveau écouter le président français hier qui parle plus largement aussi d'une indépendance européenne pour se défendre. Cette indépendance, cette autonomie stratégique
ne passeront que par une capacité accrue des Européens à produire leurs propres instruments de défense, leurs propres armes, leurs propres munitions, à développer une culture commune, à procéder à des opérations conjointes, mais également dans tous les domaines de dépendance, qu'ils soient de recherche technologique, industrielle, d'œuvrer à renforcer l'autonomie européenne. Alors, il est plein de bonnes intentions, le président, mais est-ce que, dans les faits, ça avance, cette défense européenne ? L'intuition est bonne de mon point de vue. L'autonomie stratégique des Européens, en particulier en matière de défense, c'est l'avenir de l'Europe. Oui. Et le président Macron a essayé d'incarner ce discours volontariste en la matière. Le problème, c'est que finalement, cet extrait, on a l'impression qu'il date de 2017. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas véritablement avancé de manière significative. Il y a un problème du côté de la capacité à convaincre nos partenaires de l'intérêt stratégique, de s'autonomiser véritablement et d'arrêter de regarder par réflexe du côté des États-Unis, du côté transatlantique. Et ce réflexe-là, il est trop prégnant chez un certain nombre de partenaires européens qui ne veulent pas basculer véritablement dans le registre, dans le logiciel de l'autonomie stratégique européenne. Et donc, de mon point de vue, on retrouve ce contraste entre le discours cohérent, volontariste du président Macron et son incapacité, et politiquement c'est quand même un élément à prendre en considération, son incapacité à convaincre ses partenaires d'aller sur la voie, sur le chemin qu'il propose. Ça rejoint un peu les forces de réajustement qu'on évoque, notamment en Ukraine. C'est-à-dire que les discours, ils sont là, la volonté est là, mais quand on interroge le président Emmanuel Macron tout à l'heure, on voit que c'est toujours très flou. Il donne toujours l'impression qu'on va faire énormément, alors que nos partenaires sont plutôt modérés dans leurs interventions. Il faut faire avec nos moyens. Néanmoins, les Européens ne sont pas très gaullistes. Nous sommes gaullistes par nature et par histoire, mais les Européens ne sont pas très gaullistes. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur LCI. On achète beaucoup d'armements aux États-Unis d'Amérique. Je crois, si je ne me trompe plus des chiffres, c'était que 80% de l'armement au sein de l'Union européenne provenait de l'étranger, dont 66% de la base industrielle américaine. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de décalage entre les ambitions de notre président et sa volonté oratoire et la réalité, avec une Europe qui est diverse, qui a des intérêts divers, avec des pays qui ont une géographie diverse et des volontés divergentes. On le voit simplement, tout à l'heure on a beaucoup utilisé tous le terme Europe, mais quelle Europe ? L'Europe de l'Ouest avec la Pologne, le triangle de Weimar, mais il y avait aussi des nations qui étaient présentes au défilé du 9 mai. Il manque dans cette déclaration Giorgia Meloni de l'Italie, il manque les représentants, je le disais, de l'Espagne, de la Grèce. L'Europe, c'est compliqué et en même temps, ça paraît si indispensable. Mais c'est vrai que voilà, pour revenir sur le président Macron, il y a souvent de grandes déclarations, de grandes intentions, parfois pas coordonnées avec nos alliés, qui ne respectent pas toujours les codes diplomatiques. Il faut savoir que quand il y a des communiqués de presse diplomatiques, ça a été travaillé en amont par les conseillers. Et c'est vrai que quand parfois vous sortez avec quelque chose de supplémentaire, comme on s'en souvient tous lors du sommet de Paris, c'était Versailles ou Paris avec la déclaration sur les troupes, c'est-à-dire que d'un côté, on annonce que les nations se sont entendues sur la protection de la frontière à la Biélorussie, la protection d'Odessa, le déminage et des problématiques autour du cyber. Et puis le président Macron, toujours un petit peu plus volontariste, et peut-être que ce sont leurs spin doctors qui lui disent, mais il sort avec le déploiement de troupes. On se souvient que ça avait fait une levée de bouclier de Joe Biden, d'Olaf Scholz, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a toujours de bonnes intentions. Il n'est pas dupe sur nos adversaires, mais entre les actes et les intentions, parfois il faut savoir rester un petit peu, je le disais, silencieux et modéré.